Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme chaque dimanche désormais, on revient sur votre samedi rugby. Il s'en est passé des choses hier sur les terrains de Top 14. Et avec moi pour en parler, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Ouais, salut Baptiste. Et on retrouve également Nicolas Hugo. Salut Nico. Salut Baptiste. Bon, on va commencer avec le match d'hier soir entre Clermont et La Rochelle. Et l'enseignement de ce week-end, c'est que l'année d'après est très très difficile pour l'instant pour les Rochelais, Nicolas. Oui, ils 3 matchs et troisième défaite, même s'ils prennent un bonus à Clermont, ils n'ont toujours pas ouvert leur compteur de victoire. Donc on peut s'apercevoir en plus que hier soir, ils ont eu beaucoup d'occasions pour repasser devant au score dans cette seconde mi-temps et on voit un petit manque de maîtrise, des petites erreurs d'énervement. On voit que l'agacement est là déjà. Bon, alors bien sûr, ils n'étaient pas aidés par les conditions météo en seconde, notamment en seconde mi-temps, même si c'était pareil en première. Mais quand ils ont eu des occasions pour passer devant au score, ils ont fait beaucoup de petites erreurs. On était loin d'une équipe qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son rugby, quoi. On a vu des pénales touches manquées, des pénalités retournées à 5 mètres de l'embut. Toutes ces petites choses qui font qu'on ne sent pas une équipe sereine, très sereine. Ouais. Et qu'il y a la volonté de bien faire. On voit des joueurs comme Pierre Bourgarit qui est courageux, Grégory Aldrit qui donne beaucoup dans le combat, pour ne citer que, mais on voit qu'il y a une volonté de bien faire, mais ils n'y arrivent pas forcément pour l'instant. Alors, bon, perdre un point finalement, même s'ils marquent un dernier essai à la fin à Clermont, c'est pas honteux, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas débloqué leur compteur de victoire et que ça va commencer à peser, qu'il va falloir gérer cette période de non-succès. Et quand on a une équipe qui a l'habitude de gagner des matchs et de se construire dans la victoire, il faut toujours se méfier de ces périodes creuses, même s'il ne faut pas oublier que le calendrier des Rochers était particulièrement dur en ce début de saison, avec 2 déplacements au Racing à Clermont et la réception de Toulouse. Donc, bon, effectivement, pour l'instant, la saison d'après commence mal et on voit que ça piétine un peu, mais il ne faut pas enterrer non plus les Rochelais. Ouais. Ce qui me marque, moi, Nicolas, t'en parlais un petit peu, c'est un peu la fébrilité de ces Rochelais. Hein. C'était quand même une de leurs grandes forces l'année dernière, cette maîtrise qu'ils avaient, ce contrôle dans leur jeu, hein, avec une défense qui était la meilleure du top 14. Et comme le disait Grégory Aldrit avant le match, il dit on veut peut-être trop bien faire, on est à 120%, peut-être qu'il faudra redescendre à 100% pour être plus précis en fait, dans le rugby qu'on veut pratiquer. Et c'est vrai que cette fébrilité, elle se retrouve un petit peu dans tous les domaines, hein, offensivement. Hein. La Rochelle n'a marqué que 3 essais cette année en 3 rencontres. C'est quand même un total assez faible pour une équipe avec la force de frappe qu'elle possède. Et à l'inverse, en défense, c'est une équipe qui commet des fautes assez inhabituelles. Hein. On a le souvenir de l'essai donc, de Romain Tamac avec quand même deux fautes de placement assez manifestes sur sa course. Et hier, c'est Camille Lopez qui s'est un petit peu baladé sur le deuxième essai de Clermont inscrit par Billy. Donc c'est vrai qu'en conquête, on retrouve aussi un petit peu ce constat de fébrilité. Et alors, je pense que les Rochelais, ils sont pas si loin que ça de la vérité. D'ailleurs, si on regarde un peu le contenu de leurs 3 matchs dans lesquels ils ont chaque fois plus tenu le ballon, à chaque fois, ils étaient quand même dans la partie. Ils n'ont jamais été décrochés au score. Hein. Même au Racing, ils étaient à la bataille jusqu'à la 75e. Donc, les Rochelais ne sont pas si loin. Mais effectivement, le déclic pour retrouver la maîtrise, il n'est pas non plus simple à trouver. Et voilà, c'est vrai que le doute peut vite s'insinuer. C'est vrai que l'essai qui marque Clermont hier ressemble un peu à celui marqué par Toulouse une semaine plus tôt. Ça veut dire c'est sur une phase où on ne voit pas trop de décalage, où il n'y a pas trop de danger. Et là, Camille Lopez arrive à faire un travers pendant quelques secondes sans être agressé. Il peut ouvrir un intervalle pour Billy et ça avait été un peu pareil face à Toulouse. Il y a ce petit errement là, défensif de temps en temps. Et après, en attaque, comme tu le disais, moi j'étais surpris par le nombre d'occasions qu'ils ont eues pour pouvoir s'installer dans le camp clermontois. Et ça, il y a une fébrilité incroyable au moment de conclure dans les zones de marque, comme on dit. Ouais. C'était pareil au Racing. Au Racing, ils avaient eu, je crois, 11 franchissements à 1 en leur faveur. C'est l'équipe qui réalise le plus de passes cette année. Donc, on voit que c'est quand même une équipe qui offensivement essaye beaucoup de choses, qui arrive à se créer des occasions, mais qui n'a pas le déclic qui lui permet de concrétiser toutes ces occasions.
Et ça se ressent du coup au classement avec ces 2 petits bonus entre journées. Et une 12e place pour l'instant avant la rencontre de ce dimanche soir. Pour continuer sur cette thématique, on peut dire que le déclic, voilà, c'est la semaine prochaine, réception de Biarritz. Voilà, si ce n'est pas là, ce sera jamais. On peut espérer que ce soit enfin le déclic côté Rochelais. Provocateur, Baptiste. Pardon? Tu es un peu provocateur, Baptiste. Oui, Et, bien sûr. Mais effectivement, oui, Ah, contre Biarritz, c'est vraiment le type de rencontre qui doit permettre aux Rochelais de poser leur jeu, voilà, de retrouver de la maîtrise. Voilà. Ils l'avoueront évidemment jamais, mais je pense que l'objectif, ce sera de prendre les 5 points, à la fois pour marquer les esprits, se rassurer, et puis pour recoller aussi au classement, parce que dans cette lutte des 6 qu'on sait impitoyable, aujourd'hui, la Rochelle est en course-poursuite. Et au final, pas de panique parce que, voilà, mis à part cette défaite à domicile contre Toulouse, hier soir, ils s'en tirent pas si mal au final avec un bon point pris. Certes, face à une équipe de Clermont qui avait tout à gagner sur cette action, à part donner un point cadeau à un concurrent, mais voilà, il y avait un bonus offensif à aller chercher. Parlons du début de saison côté Clermontois. Par contre, messieurs, rapidement, Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ces Clermontois? Est-ce qu'ils nous ont inquiétés sur ce début de saison? Est-ce que ce que tu as vu hier soir, il y a un début de projet Gibbs, ça commence à se mettre en place ou pas? ça m'a pas vraiment rassuré quand même cette victoire hier soir. Ça se fait voilà sur une action bien jouée de Camille Lopez. Voilà, les joueurs de talent sont toujours talentueux, hein, quoi qu'il arrive. Après, dans le collectif, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu dominés par cette équipe de La Rochelle, notamment en seconde période. Bon, La Rochelle essayait de revenir au score, mettait la pression. Mais on a senti que clairement, ça tenait qu'à un fil encore. Hein, et puis, ça manquait aussi de maîtrise, de contrôle des événements. Donc, je pense que cette victoire va leur faire du bien à la tête, va pouvoir leur permettre de travailler un peu plus sereinement. Mais pour l'instant, on va quand même rester mesuré sur cette équipe de Clermont. On n'a pas retrouvé une grande équipe de Clermont qui a dominé totalement son sujet, quoi. Vincent, pas convaincu non plus? Je suis exactement sur la même longueur d'onde que mon cher collègue Nicolas. Non, pas rassuré. Après, les Clermontois ont livré quand même une partie plutôt convaincante et cohérente. Ce n'est pas tellement sur le match en lui-même, mais effectivement, je ne vois pas dans cette équipe de Clermont un potentiel à la fois collectif et individuel qui pourrait aujourd'hui leur permettre de rivaliser avec les, entre guillemets, les tout meilleurs du championnat. Hein. On pense notamment Toulouse, Bordeaux et le Racing qui, pour moi, aujourd'hui, sont peut-être les 3 équipes les plus installées, les plus en forme. Effectivement, voilà, je pense que Clermont va vraiment devoir batailler durement pour accrocher les 6. Ça passera par des succès, voilà, comme celui d'hier, des succès précieux, un petit peu à l'arrache, mais voilà. Mais effectivement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, Clermont un petit peu rentré dans le rang tout de même. On voit que sur cette équipe de Clermont, ils n'ont plus la marge qu'ils ont pu avoir pendant des années et des années, quoi. Il n'y a plus du tout cette marge-là où ils étaient un peu dans le confort. Là, il va falloir vraiment lutter pour essayer d'accrocher les 6. Peuvent-ils rivaliser avec les tout meilleurs? La réponse, on l'aura la semaine prochaine à l'occasion de leur déplacement à Toulouse. On rappelle donc les autres résultats de ce samedi. Biarritz a dominé le Racing 28-19. C'est un des autres enseignements du week-end. C'est que le BO est bien en place. Ensuite, Castres et l'UBB se quittent sur un score nul de 23 partout. Lyon a largement dominé l'USAP 47-3. Et enfin, Montpellier s'est incliné à domicile contre Toulouse 15-17. Il reste une rencontre de ce samedi, vous l'aurez compris. C'est notre question qui fâche. Elle concerne la section paloise. Et est-ce que la section paloise a déjà le retour de ces démons de l'an passé? Nicolas, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que les démons sont déjà là? Ouais, effectivement, on a été un peu surpris. On s'attendait à avoir une équipe de Pau qui arrive à Brive avec l'envie de tout casser après 2 matchs prometteurs, un point pris à Castres où on se rend compte que c'est pas facile. Ils avaient gagné face à Lyon, ça avait donné vraiment une dynamique positive. Donc on s'attendait à ce qu'ils rentrent sur la pelouse et tout casser. Et en fait, ils font 10 minutes catastrophiques où ils sont pas là, où ils font des erreurs défensives. Après, ils se rattrapent un peu, ils arrivent à revenir en étant un peu mieux dans le match, en tenant un peu mieux le ballon. Et tout ça a été annihilé par 5 dernières minutes en première mi-temps où ils ont retrouvé des errements de défis défensifs incroyables en faisant des petites erreurs individuelles qui les a placés sous pression. Et voilà, et à la mi-temps, le match est plié. Ils ont pris 4 essais, 27 points. Et 27 points, ils en avaient pris 33 en 2 matchs. Donc en une mi-temps, ils ont presque pris autant
de points que les 2 premiers matchs. Ils avaient pris qu'un essai par match jusqu'à maintenant. Ils en ont pris 4 en 40 minutes. Donc, je ne sais pas si c'est les démons du passé qui reviennent, mais là, il y a eu 40 minutes vraiment ratées, notamment sur le plan défensif, où ils s'étaient accrochés. Ça avait été un peu leur ligne de vie, comme explique Sébastien Piccheroni, de s'accrocher à ce rideau défensif qui avait très bien marché à Castres, où ils avaient résisté, je ne sais pas combien de fois, sur leurs 5 mètres. La Brive est arrivée et a ouvert à chaque fois la défense sans problème. Alors, je ne pense pas que ce soit les démons du passé. Je pense que c'est une équipe en construction qui avait misé à peu près sur un groupe similaire lors des 2 premières journées. Il n'y avait pas eu trop de changements. Hier, il y avait eu beaucoup de joueurs qui sont rentrés pour la première fois dans l'équipe. Donc, je ne vais pas les stigmatiser à eux, ce n'est pas leur performance, mais on voit que quand il y a beaucoup de rotation, le collectif, finalement, a du mal à se mettre en place, notamment sur le rideau défensif. Tout le monde n'était pas au même niveau dans cette équipe, et donc c'était un peu plus hétérogène, on va dire, que sur les 2 premières journées. C'est pas la faute des joueurs qui rentraient pour la première fois. Hein. Il y en avait qui faisaient leur premier match avec la section. Hein. Mais voilà, il a fallu trouver du liant, et pendant ces 40 premières minutes, là, c'était pas ça. Et après, effectivement, en courant au score, on a vu une section paloise qui ressemblait plus à celle de la saison dernière. Ça veut dire que les joueurs ont voulu prendre le jeu à leur compte, alors que ce n'était pas forcément la stratégie initiale. Ils ont beaucoup joué comme ils le faisaient l'année dernière, devant la défense, mais sans trouver de l'avancée. Donc, effectivement, quand l'équipe a été loin au score, on a revu ce qui n'avait pas fait leur force l'année dernière. Ça veut dire être capable de porter le ballon, mais sans jamais avancer. Là, ils se sont complètement trompés dans la conduite du jeu. Hein. Sébastien Piccheroni l'a carrément dit qu'ils avaient pris une leçon à ce niveau-là, mais voilà, sous la pluie, ils se sont mis à relancer depuis leur camp, sans avancer. Et là, effectivement, c'était beaucoup la section paloise de l'année dernière, mais ça, je pense que c'est normal, parce que quand on commence à perdre pied, de faire ce qu'on avait l'habitude de faire et de ne pas aller vers les nouveautés que le staff veut mettre en place. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage et de la construction de cette équipe. Vincent, quand tu analyses cette rencontre et la prestation des Palois? Ouais, bon, il faut tout d'abord rendre hommage aux brévistes. D'ailleurs, les Palois n'ont pas manqué de souligner la qualité de la prestation du CAB. On a vu un CAB avec beaucoup de maîtrise, encore une fois, hein, comme face à Perpignan, et un réalisme digne des meilleures équipes, hein, une capacité à marquer sur les temps forts assez impressionnante qui dit quand même beaucoup de la confiance de cette équipe qui aujourd'hui espère pouvoir viser plus haut que le maintien. Concernant Pau, il y a effectivement quelques petits signaux hier qui m'ont alerté, qui m'interpellent. Nicolas en a parlé un petit peu sur la profondeur de l'effectif. On a vu des joueurs qui étaient censés amener un peu d'émulation qui sont passés, on dirait quand même, au travers. Et sur la prestation de la ligne de 3/4, j'ai trouvé ça quand même assez faible. Voilà, donc c'est quand même des signaux qui sont un petit peu inquiétants, qui sont pas rédhibitoires. Hein. C'est la 3e journée et en plus, comme Nicolas l'avait expliqué, il y avait eu un petit peu de rotation. Mais on sent pas encore une équipe maître de son sujet. Voilà. Et quand on devine un petit peu la lutte pour le maintien qui va se nouer là dans les semaines à venir, voilà, il vaut mieux que la section prenne pas trop de temps pour mettre son projet en place, parce que ça pourrait vite devenir inquiétant. Rapidement, Nicolas, sur le début de saison de la section, c'était une des interrogations de l'équipe. Un de ses points forts l'an passé, c'était la mêlée. Il y a eu beaucoup de changements dans le pack. Comment tu analyses le début de saison des avants palois? On voit que la mêlée, voilà, sur l'équipe qui a été, par exemple, en place l'année dernière, quand c'est Fizio qui joue à gauche, quand c'est Ray, Lespio, même je trouve que Deloumel, lui, est bien rentré dans le groupe au talonnage, c'est pas mal. À droite, on a Corato, on a perdu quand même Adrianse, qui était le pilier numéro 1, mais on voit que Corato, c'est vraiment bien, ça tient la route. La mêlée est plutôt bien en place. Elle s'est fait quand même un peu. Elle a eu hier, effectivement, pendant les 40 premières minutes, où il y avait une nouvelle deuxième ligne. Il y avait Delannoy qui refaisait son retour. Il y avait avec un nouveau pilier gauche. C'était un nouvel axe gauche de la mêlée. Il y a eu, effectivement, pendant 40 minutes, avec ce nouvel axe gauche, petite souffrance. Hein, on ne va pas le cacher. Quand même des images du mêlée briviste qui a fait
le job est mieux que le job qui a mis à mal cette équipe paloise. Je pense que c'est aussi des petits réglages, des nouveautés. Le pilier gauche, Seneca arrive de Vannes, il découvre le top 14. On voit qu'il y a du potentiel. Le potentiel est là, mais il faut quand même qu'il fasse quelques mêlées en top 14 pour vraiment juger. Là, c'était sa première titularisation. Voilà, il n'a pas encore l'expérience de physio à ce niveau-là, c'est criant, quoi. Mais ça demande qu'à apprendre et à progresser. Après, sur l'alignement en touche, on voit que c'est encore bien en place. On voit que la mêlée, quand c'est les joueurs qui étaient là quelques années, c'est bien en place. C'est pas les fondations sont pas mauvaises de ce côté-là. Très bien. Et pour finir sur cette question qui fâche, on va la décliner un petit peu. Est-ce que les démons reviennent pour Antoine Astoy? Les démons de cette semaine, on rappelle, il signe cette semaine pour La Rochelle pour la saison prochaine. Et le résultat, c'est une prestation moyenne contre Brive ce week-end. Vincent, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas anodin pour toi tout ça? Oui, en tout cas, c'est vrai que la coïncidence a pu un petit peu faire sourire, on dirait, parce qu'on ne s'amuse jamais de la mauvaise prestation d'un joueur. Mais voilà, c'est vrai qu'Antoine Astoy a commencé son match par une pénalité 25 mètres, presque en face des poteaux, assez largement à côté. Ensuite, il y a eu un en avant sur un jeu au pied de pression, sans pression pour le coup, qui a amené en plus un essai briviste. On n'a pas senti un Antoine Astoy effectivement particulièrement bien dans ses crampons, on peut dire hier. Après, est-ce que c'est lié à sa signature? Objectivement, je pense pas. Hein. Je pense qu'il était un peu dans un jour sans et qu'il a joué derrière aussi un paquet d'avant qui a reculé, avec un Clovis Lebaille qui n'a pas non plus été très inspiré. Donc voilà, donc je pense que c'est mettre ça sur le compte de son départ à futur à La Rochelle en partie, mais voilà, on ne peut pas résumer non plus ce match, on va dire, plus que moyen de sa part à cette coïncidence. Je pense que ça a un peu joué quand même, vraiment, parce que je crois qu'il a vraiment envie de bien finir et montrer, parce que bon, les supporters n'ont pas très bien compris son départ, et je pense qu'ils l'ont fait savoir un peu sur les réseaux sociaux, et je crois que lui, il a à cœur c'est un Béarnais, un vrai, il a vraiment envie de porter fièrement les couleurs de la section jusqu'à la fin de l'aventure. Donc il avait vraiment envie de faire à cœur un grand match et de prouver qu'il était là encore à plus de 100% avec son club. Et sur ce premier coup de pied, parce que même quand il les rate pas comme ça. Là, il est passé largement à droite des poteaux. On n'a même pas tremblé, quoi. Dès que le ballon est parti, c'était raté. Je pense que là, il y a eu un petit peu d'émotion, un petit peu ce surplus de vouloir bien faire et de vouloir montrer qu'il était toujours là. Ça l'a peut-être fait trembler un peu sur ce coup de pied, en tout cas. Un peu comme les Rochelais, comme on disait tout à l'heure. On continue avec le coup de cœur et il concerne Demba Bamba. Oui, alors j'étais au match la semaine dernière à Pau quand le pauvre Demba n'a pas fait la rentrée de sa carrière. Un jeu en entrant à mi-temps, il a vécu une deuxième mi-temps cauchemardesque. Il fait 2 ans avant, dont tout le monde a vu, puisqu'il n'avait plus qu'à courir pour aller derrière la ligne et permettre à Lyon de reprendre le score. Il a été aussi pénalisé 2 fois, je crois, ou 3. Bon, il a pas fait l'entrée. On voyait que des petites erreurs qu'il avait commises d'entrée de match quand il rentre en jeu l'ont un peu mis à l'envers pendant toute la rencontre. Mais bon, on ne devient pas international comme ça. Donc, c'était un jour sans, ça peut arriver. Il n'était pas bien, Pierre Mignoni a dit c'est des grands joueurs, ils ont l'occasion de se rattraper. Il a vécu une semaine difficile, comme l'a avoué son manager, puisqu'il a été vraiment critiqué sur les réseaux sociaux avec des insultes racistes. Bon, là, le monde du rugby n'y a pas gagné, mais là où on a vu que c'était un grand champion, c'est qu'il répond la semaine suivante. Alors, ce n'était que Perpignan, mais c'est lui qui a marqué le premier essai du match quand le score était encore de parité. Il a pris le ballon sur les 22 mètres et il a renversé tout le monde, comme on le connaît, comme c'est le joueur qui a plein de gaz, qui a ce talent-là, qui a cette force-là, cette puissance-là. Et il a marqué un essai plein de rage, plein de revanche. Ça se sentait et donc il faut le féliciter. Et voilà, les grands joueurs, ils répondent toujours présents après une mauvaise prestation.
Très bien. Et sur cette action, là, sur cet essai, comme tu dis, Castro, 4 plaquages, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Et pour ceux qui jouent à la grande mêlée, rien que cet essai-là a dû leur apporter des points. On passe à ton coup de gueule, Vincent. Et par contre, celui-là, il est unanime. C'est l'agression, on peut parler ça, de Rhino Peters. Ouais, je pense que tout le monde devant sa télé et au stade Ah ouais. a dû ouvrir grand les yeux en se disant mais que se passe-t-il? Parce que le plaquage de Rhino Peters sur Maxime Loukou est d'une violence, on dira rare, hein. On a rarement vu un joueur percuter, voilà. En plus, un élément sans ballon, parce que Maxime Loukou venait de dégager. Et c'est vrai qu'il, voilà, avec de l'élan, sans contrôle. Alors, je ne sais plus si c'est l'épaule ou tête contre tête, mais je crois que c'est l'épaule qui heurte, Ouais. qui heurte le visage. Mais c'est vrai que c'est un choc d'une violence assez incroyable. Voilà, alors, je ne connais pas Rhino Peters. C'est un jeune joueur de 23 ans qui n'avait, à ma connaissance, jamais pris de carton. En tout cas, j'ai potassé un peu ses feuilles de match. Je ne sais pas ce qui lui passait par la tête. Je crois que les fils se sont touchés. Voilà, donc je pense que je pense que le Sud-Africain joueur de Castres va écoper comme d'une très lourde sanction qui le fera beaucoup réfléchir à la portée de ses actes. Voilà, tout ce qu'on peut dire, voilà, gros coup de gueule et bon quand même un gros coup de cœur entre guillemets pour Maxime Loukou qui lui s'en est sorti sans dommage. C'est quand même au final le plus important, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de bobo. Mais c'est vrai que voilà, à montrer dans toutes les écoles de rugby en disant surtout jamais ça. Ouais. Jamais. Ça va contre n'importe quelle technique de plaquage, ce saut qui nous fait. Ça ne répond à aucune logique ni aucune. Ah oui, il n'y a aucune logique, aucune technique là-dedans, mais effectivement, même lui, il aurait pu se faire très mal, je pense, avec un tel saut de cabri. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais vraiment, oui, il ne faut pas refaire ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image encore, malheureusement, c'est sûrement l'image du week-end. Allez la voir, c'est assez impressionnant. Donc, Reno Peterse qui plaque Maxime Lucu après un coup de pied, bien en retard. Et il se met à l'horizontale, alors que c'est déjà un beau bébé. Il se met à l'horizontale, un plongeon, l'épaule directement dans la tête. C'est vrai, c'est assez impressionnant et même déroutant. On va finir comme toujours avec le prono. Et voilà, le match est tout fait. C'est le match de ce soir entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français. Voilà, un événement assez particulier dans le cadre il y aura un challenge, Christophe Dominici, dans le cadre de cette rencontre. Alors, messieurs, on va commencer par analyser le début de saison des locaux, les Toulonnais. Vincent, comment tu juges ce début de saison? On rappelle un match nul à la première journée contre Montpellier et ensuite une large défaite à Toulouse sans trop exister, enfin, en existant dans le jeu mais pas au score. Voilà, comment tu analyses ce début de saison? Ouais, il n'y a pas de surprise. C'est pas, c'est pas un désaveu pour Patrice Colazo, à mon sens. Aujourd'hui, Toulon est une équipe qui a été très, très handicapée sur les 2 premières journées. Cet été, ils ont même été obligés d'annuler des matchs amicaux. Donc, c'est vrai qu'ils ont aligné des équipes vraiment très expérimentales, à la fois contre Montpellier et un petit peu moins à Toulouse. Les voir aujourd'hui avec 2 points, moi, franchement, c'est ni une surprise, entre guillemets, ni une déception, entre guillemets, hein, parce que voilà, c'est vraiment un début de saison très, très piégeux pour eux. Alors, les supporters varois qui ont tendance un petit peu à s'enflammer dans les deux sens n'en finissent plus là, voilà, de s'alarmer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, je pense que le match de ce soir peut permettre vraiment au RCT de lancer sa saison. Il y a un beau 15 de départ du côté de Toulon, hein. Il y a la première de Nakarawa. Il y a Facundo Isa aussi qui revient dans le pack. Il y a un triangle derrière qui va se mettre en place, je pense, avec Vainicolo, Aymeric Luc, notamment en attendant le retour de Gabin Villiers et l'arrivée de Chasing Colby, évidemment. Mais voilà, on voit que ça prend forme et je pense que le match de ce dimanche doit permettre même au RCT de lancer sa saison, peut-être avec un succès bonifié. C'est là-dessus que je miserais, parce que je trouve qu'en face, le Stade français me paraît assez affaibli. Ton avis, Nicolas, Oui, Toulon? sur Toulon, effectivement, ils n'avaient pas envoyé des signes très positifs pendant la préparation avec cette équipe. Ils avaient dû annuler des matchs amicaux, comme l'a dit Vincent, par un manque de profondeur d'effectifs. Donc, ils étaient devenus l'équipe à battre lors de la première journée. Montpellier l'avait compris. Ils y allaient pour faire un grand coup. Ils s'étaient dit que c'était le moment ou jamais de signer une belle performance. Ils avaient vraiment une cible dans le dos.
Bon, après, ils n'ont pas eu de chance à Toulouse. Ils ont quand même voulu mettre en place un bon rugby. Ils ont pris des contres. Ça peut arriver. On sent qu'effectivement, ils jouaient un peu leur match amicaux. Là. Ils testaient leur rugby. Et bon, face aux champions de France et champions d'Europe, ça s'est retourné contre eux. Mais là, on voit que ça peut se mettre en place, que c'est vraiment un match à leur portée. On a l'impression, la venue du Stade français, ils ont moins cette cible dans le dos qu'ils pouvaient avoir lors de la première journée. Ils ont effectivement un effectif qui s'est un peu remplumé avec un 15 de départ qui paraît quand même en mesure de rivaliser avec beaucoup d'équipes de top 14 là, sur cette semaine. Donc, je pense qu'ils ont vraiment l'avantage du terrain. Plus, face aux premières prestations, on était moins inquiet pour Toulon peut-être que pour le Stade français. Alors, le Stade français, on va y venir. Mais juste avant la compo du Rugby Club Toulonnais pour ce soir, une première ligne Gigashvili, Etriard, Brooks, une seconde ligne Timani, Alain Ouessé, une troisième ligne qu'on attendait, et voilà, ça y est, il arrive, Léoné Nakarawa, Facundo Isa, Sergio Parisse, capitaine, voilà, ça pose un beau décor. Une charnière d'Anglo, Carbonel, aux ailes sera Villiers et Wanicolo, comme on le disait, au centre Septar et Salle, et à l'arrière, Emeric Luc. On passe au Stade français. Voilà, un début de saison compliqué aussi, puisqu'on rappelle, avant le match de ce soir, et avec un match de retard, les deux équipes sont 13e et 14e de ce top 14. Le Stade français, Vincent, début de saison, forcément compliqué aussi, on rappelle, une défaite dans le derby dès la première journée, et voilà, une seconde défaite ensuite. Oui, un Stade français qui inquiète, c'est peut-être aujourd'hui l'équipe qui inquiète le plus dans le top 14, avec cette large première défaite dans le derby, avec au final un score très très lourd à Bordeaux. Et voilà, donc, beaucoup de choses qui inquiètent au Stade français, une défense beaucoup trop perméable. C'est la plus mauvaise défense du top 14 après 2 journées. Bon, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des bilans, mais c'est quand même un indicateur un petit peu inquiétant pour une équipe qui avait très bien fini la saison dernière. Et on peut se demander si le Stade français ne va pas quand même repartir sur une saison galère comme il y a 2 ans. On sait que c'est un club qui peut avoir une certaine fébrilité sur le plan mental. Hein. Il avait prouvé il y a 2 ans lors de la saison qui s'était fini avec le Covid. Et quand on voit la composition d'équipe ce soir, avec encore beaucoup d'absents, avec beaucoup de jeunes, avec des joueurs de Pro D2 qui vont effectuer leur première, on peut encore craindre une troisième défaite, peut-être même une troisième défaite assez large. Et voilà, si après 3 matchs, on n'a toujours pas de points en classement, et alors que tout le monde à côté est à peu près lancé, il y a de quoi commencer un peu à se poser des questions, y compris pour les dirigeants. On a l'impression, malgré leur bonne fin de saison de l'année dernière et cette qualif, que tout a été remis à zéro, quoi. Et donc, on est reparti sur une phase de construction, mais depuis le départ, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant, on va dire. En tout cas, ils ne sont pas du tout restés sur leur dynamique. Et voilà, on parlait d'équipe en construction avec Pau tout à l'heure. Je pense qu'ils sont dans la même configuration, et sauf qu'ils ont commencé par une lourde défaite à la maison qui a démontré qu'ils étaient vraiment loin des meilleurs. Et après, à Bordeaux, on a eu l'impression que sur trois petits mouvements, ils étaient en difficulté, quoi. Bordeaux n'a pas fait non plus le match de l'année pour s'imposer largement face au Stade français. Il y a des faillites individuelles, mais on voit il y a des manques individuels qui sont assez inquiétants. Alors les absences de Kremer avec les Pumas, qui était un peu le garant de l'engagement devant, pèse beaucoup. Il y a le départ de Matera, qui est aussi au Super Rugby, mais aux Four Nations qui, je pense, quand même affaiblit le paquet d'avant. Et derrière, on avait été un petit peu frustrés par les matchs amicaux de l'OMAP, et ces premières sorties ne nous ont pas non plus encore pleinement convaincus. Donc, effectivement, il y a quand même, si on prend un petit peu sur la dynamique collective et sur les prestations individuelles, il y a des signaux, quoi. Il y a des signaux d'alerte. On a l'impression que cette ligne sans Jonathan Danty qui est parti, d'attaque, plus t'en reparler, se cherche encore. Elle n'a plus de leader identifiable, quelqu'un qui remet de l'avancée, quelqu'un qui parle à tout le monde, quoi. On a l'impression qu'il manque ce leader derrière, quoi, du départ de Danty.
pas oublier qu'en quelques mois, ils ont perdu Ficou et Danti, qui étaient comme là. Voilà, les deux un peu centre, ça de leur jeu offensif. Très bien. Donc, la compo du Stade français pour ce soir. Une première ligne Béthune, Da Silva, Rolofsé. Une seconde ligne Azago, Van der Mecht. Une troisième ligne Burban, Macayou et Godener. À la charnière, Coville et Barré. Aux ailes, Yapeg et Glover. Au centre, Araté et Lomapé. Et à l'arrière, Hamdaoui. Voilà, en comparaison de l'équipe de Toulon, l'équipe fait moins peur, fait moins trembler. Messieurs, de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, Nicolas, on est d'accord. Pronostic, victoire du RCT à domicile. Oui, je pense à une victoire du RCT à domicile. Je ne serais pas comme Vincent qui voit une large victoire parce que je pense que ce Stade français quand même peut rivaliser. Tu disais que l'équipe faisait moins peur, mais elle a quand même de beaux arguments. Il y a le Azago, l'international qui est de retour dans cette équipe. Ça peut amener un petit plus. Je pense que ils ne restent pas à Paris en se disant bon, de toute façon, on va à Toulon, ça ne sert à rien, donc on va attendre la semaine prochaine. Donc, ils ont bien préparé ce match. Je pense qu'ils se disent que justement, un grand coup à l'extérieur, ça lancerait leur saison. Bon, je ne les vois peut-être pas gagner, mais en tout cas, être plus dans le match qu'on pourrait penser. D'accord. Au-delà de la victoire, je pense que les supporters toulonnais attendent de leur équipe qu'elle montre qu'elle sait jouer un beau rugby avec de la maîtrise. Et je pense que les supporters parisiens, au-delà d'un hypothétique succès, espèrent voir une équipe au moins accrocheuse, voilà, qui reste dans le match. Qui reste dans le match, de caractère. Ce qui n'avait pas été le cas sur les deux premières sorties. Et peut-être qu'au-delà du classement en lui-même, c'est ce qui déplaît beaucoup en ce moment à Paris. Très bien, Toulon Stade français, c'est donc ce soir à 21h05. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci. Merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. Bon dimanche de rugby avec Rugbyrama et MidiOlympique.fr. Au revoir.